Salut Julien, on se revoit pour un autre épisode du podcast justement sur tout ce qui est combat, scrimmicide, histoire et tout sujet connexe. Donc on voulait parler aujourd'hui un peu en fait de l'impact que les armures ont sur le combat. C'est sûr qu'on va être général parce qu'on pourrait se perdre dans les innombrables modèles d'armes, d'armures, de combat tout ça, mais quand même d'adresser des sujets qui sont assez mal représentés dans les médias notamment, puis aussi en général répondre aux questions que les gens peuvent avoir sur le combat justement en armure. Là. J'entends souvent les gens dire « Ah, mais s'il y a une armure, il faut que tu frappes vraiment fort avec l'épée », mais on s'entend que c'est un petit peu plus complexe que ça, blesser quelqu'un en armure avec une arme à l'époque. On dirait que c'est souvent fantasmé, en fait, plus qu'autre chose. Le combat en armure, ça fait partie des gros tripes. Le chevalier, son armure, son destrier, puis qui va sauver la princesse en haut du donjon. Là, c'est pas mal le fantasme qui tourne autour, mais sauf que c'était fancy que ça à l'époque. En tout cas, en ce qui concerne le Moyen-Âge, que ce soit le haut ou le bas Moyen-Âge, c'était moins fancy. Il y avait des logiques qui étaient là, qui étaient essentiellement des logiques économiques. D'une, l'armure, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est ça, parce qu'on a l'image dans certains films que l'armée au complet est en full plate, alors que des faits, c'est plus une frange particulière de la société qui y avait accès. En France, dans la région de Poitou, une armure de plate complète, à la fin du 14e, début du 15e siècle, coûtait entre 3 et 4 écus d'or. Donc ce qui correspond à quasiment un an de salaire pour un métayer, un ouvrier dans le bâtiment, entre guillemets. 4 écus d'or, c'est ce qu'il va gagner sur une année. Quand on était capable de débourser une telle somme d'argent à l'époque, comme maintenant, c'est qu'on était relativement bien nantis, puis qu'on était né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Là. Ouais, parce que on dit c'est le salaire d'une année, mais justement un ouvrier peut pas dire j'économise pendant un an pour ça, parce que par ce temps-là, il faut qu'il paye ses taxes, il faut qu'il paye ses outils, faut que... Donc une armure, c'était pas n'importe qui, c'était pas le kidom moyen qui avait ça sur le dos. Les armures étaient, contrairement à ce qu'on pense, la notion d'armure de munitions, donc des armures faites à la chaîne, ça va arriver vraiment très tardivement au niveau du Moyen-Âge. On va commencer à faire des armures de plate sur une base quasi industrielle. Ça va surprendre beaucoup de monde, mais c'est l'Allemagne qui va générer ça la première fois. L'idée, c'est qu'on puisse fournir à un maximum de troupes des pièces d'armure métallique, mais qui sont faites sur des bases qui sont embouties, en fait, qui sont comme... Et donc, historiquement parlant, on va commencer à faire ça, mais vraiment à la fin du XVe siècle, début XVIe. Et c'est à partir de là où vraiment le fantassin va accéder à des pièces d'armure, mais ça reste de l'armure de munitions, donc c'est pas de l'acier de très bonne qualité. Ça va freiner à la rigueur, mais ça va pas arrêter un boulet d'une coulevrine ou des balles en ce qui concerne les premiers fusils à l'époque. Donc ça va être vraiment pour arriver à faire genre j'arrive à tenir quelques minutes de plus sur un champ de bataille, mais ça va te donner un avantage à la force armée qui les porte, mais ça sera pas justement l'impact monstrueux qu'une armure de plaque complète sur justement un noble de l'époque sur le champ de bataille avait pour son environnement à lui. Là. Mais même à ça, on s'entend que les armes qu'on retrouve en AMHE ou en armes d'entraînement ou en armes de... Ces armes-là, c'est une époque qui est beaucoup plus récente en fait. Ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que souvent on dit on va faire du combat médiéval. Les 3/4 du temps, les armes qui sont utilisées sont des armes qui sont de ce qu'on appelle en France l'époque des Lumières. Donc qui sont les armes qui ont préparé en fait l'escrime de compétition moderne. Donc le fleuret, le sabre, etc. Mais dans le fond, c'est vrai que la plupart, je pense qu'on en avait discuté dans notre précédente rencontre, mais la plupart en fait des épées longues, quand on fait de l'épée de main en MHE, c'est généralement des armes qui sont beaucoup plus 16e siècle par exemple, ou à la limite fin du 15e, que des armes médiévale à proprement parler. On utilise beaucoup plus le terme escrime médiéval ou combat médiéval parce que c'est plus clair dans la tête des gens. Sinon, ils vont automatiquement penser à épée moderne, fleuret, puis encore plus au niveau nord-américain où le médiéval prend une proportion qui est assez phénoménale, qui couvre quasiment tout le Moyen-Âge, la période post-révolution française jusqu'à quasiment la Première Guerre mondiale pour...
dans l'esprit de beaucoup de Nord-Américains, c'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est ce qui se passe avant qu'on trouve le nouveau continent, mais le Moyen-Âge, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Techniquement, dans les faits, le Moyen-Âge se termine, en tout cas pour ce qui est de la France et de l'Angleterre, c'est 1515. Pour ce qui est du Sud, c'est plutôt 1430, 1445. Et il y a quand même 600 ans à peu près, en moyenne, entre la fin du Moyen-Âge, puis ou au moins le crépuscule du Moyen-Âge, et nos jours. Donc il s'est passé pas mal de choses, et puis il y a eu énormément d'évolutions. C'est pour ça qu'on va souvent parler d'escrime historique ou escrime ancienne, à la limite. Escrime médiévale, c'est le terme pour que le public comprenne qu'on parle pas d'escrime olympique. Mais après ça, c'est vrai qu'on joue sur des périodes très variées selon l'arme, la source étudiée, etc. En fait, si je peux rebondir un peu sur ce que tu parlais avec les époques, parce que je me fais souvent demander quand on fait nous, on donne des cours dans MHE, puis c'est quand même vrai dans la plupart des écoles, peu importe la source qui va être traitée, que ça soit sans source comme nous avec l'escrime ici, qu'on se concentre plus sur l'équipement, ou des sources plus historiques, tout ça. Généralement, on se bat avec un équipement plus moderne, là, donc oui, avec des formes de gants bison, de vestes matelassées de protection, ou des gants en plastique, etc., les masques d'escrime. Puis souvent, les gens disent, à la place, pourquoi vous ne battez pas tout simplement en armure, comme mettons, on peut voir des gens faire en BO ou autre. Mais la réalité est deux choses. Un, comme tu dis, beaucoup de sources qu'on étudie, c'est pas systématiquement vrai, mais beaucoup de sources qui sont étudiées ou d'armes qui sont employées représentent des époques où on retombait plus en manteau de feutre, comme les premières armées modernes, l'image qu'on a justement des guerres de conquête coloniales, ou etc., qu'on est moins justement dans l'armure, puis plus dans les manteaux d'uniforme, les manteaux rouges que les Anglais avaient, ou etc. Donc on est moins dans le combat en armure. Puis l'autre chose aussi, c'est que il y a l'outil qu'on entraîne, c'est-à-dire que ça soit, même si on prend une source qui est plus médiévale, comme le I-33 ou 1-33, qui est un manuscrit d'épée une main buckle, mais qu'on est vraiment plus, c'est le plus vieux manuscrit étudié de façon commune en ce moment, mais ça reste que une épée, c'est pas une arme vraiment adaptée en fait pour combattre une armure. Moi je dis souvent aux élèves, puis tu me reprendras si dans le fond ma comparaison est pas bonne, mais je dis souvent aux élèves en fait, c'est que l'épée est un peu comme le pistolet dans l'étui d'un soldat au cas où, pendant que l'armure est un peu le char d'assaut qui vient de confronter à l'époque. Donc tu tires pas au pistolet pour combattre un tank, donc l'épée de la même manière est un peu l'arme secondaire. Bien entendu, il y a des subtilités selon la nature de l'épée et tout ça. Mais... c'est un peu ce qu'on disait en préambule à l'enregistrement. L'épée va être utilisée par le noble. L'intérêt d'une épée, je parle pas de l'épée courte ou de la dague d'archer ou tout ce qui est épée qui fait moins d'1 mètre de long. Tout ce qui est épée d'arçon, épée 1 main et demie, 2 mains, etc. Elle était essentiellement utilisée pour balayer à droite et à gauche du cheval, du destrier, et faire de la place pendant une charge, au moment où la première lance avait été brisée. Donc on avait plus sa lance pour percer les défenses ennemies. Et on va sortir l'épée pour frapper à droite, à gauche, dans un mouvement souvent de vagues, de 8 de l'infini, et pour essayer d'éviter de se faire prendre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bas, c'est pas des épées qu'ils ont. On a toujours l'image du fantassin lance-quenet avec son immense épée, son bras d'ançon immense, qui vient frapper, qui fait tournoyer ça autour de sa tête. Ces épées-là, elles étaient juste faites dans les lignes de piquet pour venir frapper le torse du cheval, histoire de bloquer le cheval à l'arrêt pour que les piquets puissent faire descendre le cavalier, avec plus ou moins de gentillesse. Et ces épées-là, les épées, ces espèces d'épées énormes qu'on voit dans les musées, etc., qu'on associe à des épées médiévales, ne sont pas des épées médiévales. Non, en fait, la métallurgie, justement, au Moyen-Âge, ne permettait pas d'avoir des épées de 2 mètres de long. Puis ça pouvait. Il y a l'épée d'arçon 14e qui, elle, peut atteindre des tailles qui sont quand même assez conséquentes. On a des traces d'épées qui sont l'espadon, entre autres, qui lui peut atteindre jusqu'à 2 mains et demie à peu près, en termes de presque 3 mains en termes de poignée, et presque 2 mètres du pommeau jusqu'à la pointe. Ça commence à faire une belle épée, mais c'est
ça reste des épées qui sont des prémices d'épées d'arrêt qui sont plus inspirées des développements de ce qui était utilisé à la chasse pour arrêter les sangliers ou arrêter le gros gibier. Quand un cerf te charge, c'est beau, mais il faut pouvoir le bloquer au niveau du torse parce que sinon tu l'arrêteras pas. Même s'il est blessé, il va t'achever avant que toi tu l'achèves. Donc ces épées-là étaient plus développées sur l'idée du pieu que... Puis ça restait des épées très lourdes. C'était pas une arme que tu combattais avec une... Non, tu dégaines pas ça d'un cheval, là. C'est parce que tu vas donner un coup à droite, un coup à gauche, puis après tu vas être tellement essoufflé dans ton armure que tu feras pas... Il y aura pas beaucoup de finesse non plus. Non, c'est ça. Mais par contre, une épée, une main et demie, vu les poids qu'on a au niveau muséographique en termes d'armes, ou quand on regarde la classification d'épées de Wackshot, entre autres qui est un chercheur du XXe siècle, milieu du XXe siècle, en fait, qui a fait un panel de toutes les épées par époque. Très intéressant d'ailleurs comme documentation, et en termes de poids, on a des épées qui sont extrêmement légères. C'est pas quelque chose qui... c'est pas la grosse maillotche lente et lourde à manier qu'on voit dans les films. C'est ça. Ou qu'on peut voir je veux pas leur taper dessus, qu'on voit en Béour. Ces épées-là, les épées de Béour, en métal, ouais, c'est le fun, machin, etc. Mais c'est pas des épées de combat, là. C'est des épées... c'est juste bon pour se péter les épaules avec ces trucs-là. C'est que de base, une épée, quand c'est tranchant, ça devient mince. Donc, automatiquement, le poids baisse. Quand tu veux faire une arme qui est pas tranchante, elle doit être plus... Puis, pour le sport, comme mettons, nous, avec les fédères qu'on peut avoir en entraînement à MHA ou autre, il faut donc la rendre plus épaisse pour répartir l'impact. Mais si tu veux garder un poids réaliste, tu dois donc rendre la lame moins large. C'est pour ça que les fédères ont une drôle de forme. Exact. Tout ça. Pour garder un poids conséquent, mais comme en BO, le but c'est quand même de cogner fort pour avoir de l'effet puis tout ça, leurs armes sont non seulement souvent plus larges que des vrais ou de la même largeur qu'une épée normale, mais avec une sacrée épaisseur toute la largeur de la lame, ce qui fait que l'épée pèse des fois même 2, sinon 3 fois le poids. J'en ai eu quelques-unes d'épées de BO que c'est jamais comparable. Des épées de main quand même très courtes qui pèsent plus lourd que justement mon épée de main qui fait 1m30 de long. Ça c'est clair, mais historiquement parlant, on s'entend que le poids d'une épée, c'est à peu près la même... dans la tête des gens, c'est à peu près la même chose que le poids d'une armure. Tout le monde se dit, une armure c'est super lourd. Bullshit, là. C'est pas si mal que ça. C'est une armure de joute va représenter à peu près un poids de 45 à 50 kg max en termes quand elle est complète. On va parler pour les Nord-Américains justement d'un 100 à 110 livres. 100 à 110 livres max, mais répartis sur l'ensemble du corps et ajustés au corps. Ça, c'est les deux points qui sont super importants. Oui, parce que, tu sais, mettons, beaucoup de gens de GN trouvent leurs armures lourdes, puis difficiles à porter, puis épuisantes, puis tout ça, mais la réalité, c'est que leurs armures de GN, sont généralement d'un métal un peu moins épais parce qu'ils n'ont pas une fonction de protéger autant. Mais les armures de GN, c'est un peu comme tu disais, des armures de munitions. Ils sont faites à l'étranger, sont faites à la chaîne, en quantité industrielle, mais une vraie armure que portait, pas des armures de munitions, mais une vraie armure que pouvait porter un noble sur le champ de bataille, un seigneur, puis tout ça, c'était normalement une armure ajustée à sa taille, à ses... Elle était faite sur mesure, elle était battue. Elle n'était pas forgée, contrairement à ce qu'on pense, elle était battue, donc le métal était chronique un peu comme ça, mais était chauffé à froid. Donc c'est le contact du marteau sur le métal qui va faire en sorte que le métal va se réchauffer et va prendre de l'extension. Donc c'est un travail qui est extrêmement long, contrairement à ce qu'on pense, puis c'est un travail de polissage qui est phénoménal, etc. Ouais, parce que entre le martellement du métal puis tout ça, puis le moment où ça devient miroitant, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis. Là. C'est ça. Puis on s'entend pour revenir au poids, une armure de combat, pas une armure de joute. J'ai parlé volontairement de l'armure de joute en premier parce que c'est l'extrême. Hein. C'est l'extrême, c'est l'équivalent de l'armure qui va être utilisée en escrime ou actuellement. Là, c'est pas mal le type de protection, le gorgerin énorme, le casque avec la grille en avant, puis tout ça. Ils l'utilisaient déjà en joute à l'époque.
c'était courant, mais c'était pour la joute, c'était pour l'entraînement, c'était pour ces choses-là, mais pour le combat en tant que tel, une armure de chevalier conventionnel à la fin du 15e, c'est à peu près 50 livres. C'est 25 kilos. Ouais, c'est ça, c'est vraiment beaucoup moins, parce qu'en fait, c'est que l'armure de joute, justement, c'est qu'il y avait une logique qu'à la joute, c'était sûr que tu te prenais un coup, parce qu'il y avait une partie du sport qui encadrait les règles de contact, pendant qu'une armure, bon, ça fait un peu drôle à dire, mais une armure portée sur le champ de bataille, c'est pas les mêmes règles d'engagement, puis il y a une recherche de mobilité pour faire face à plusieurs menaces de plusieurs sens, puis il y a aussi le fait que tu es dans un combat beaucoup plus flexible dans lequel tu peux te protéger avec ton épée ou tes autres armes. Ça, il faut être le plus léger possible pour la charge. Il faut être le plus léger possible si jamais on se fait démonter. Dans le cadre d'un démontage, il faut être capable de se relever. La logique du chevalier tortue qui reste sur le dos et qui peut pas se relever parce que son armure est trop longue, on oublie ça. On a intérêt à sauter dessus très vite parce que sinon lui nous saute dessus. Oui, puis une fois qu'il est debout, là le char d'assaut il est sur ses deux pattes, puis ça va prendre pas mal, ça va pas aller bien pour les gens qui sont autour. Et troisième point, c'est ça, c'est qu'il faut pouvoir être mobile, donc pouvoir courir, pouvoir... D'ailleurs pour ça que dans les derniers temps du Moyen-Âge, sous Louis XI en France, Louis XI avait demandé à ce que ces hommes d'armes, donc les chevaliers en tant que tels, il a demandé à ce qu'on dégrève ces hommes d'armes. Et c'est un terme qui est devenu assez courant en termes de comptabilité et en termes de... dégréver, mais ça vient de là. C'est-à-dire qu'on enlève la partie basse de l'armure, de la jambe d'armure, pour remplacer ça par des heuses ou des bottes, histoire d'augmenter la mobilité, parce qu'il y avait trop de pertes ou trop de chevaliers de valeur qui se faisaient désarçonner, puis qui se faisaient capturer. Et qui dit capture, dit une valeur monétaire qui... c'était beaucoup d'argent à dépenser. Récupérer tes meilleurs hommes, finance l'effort de guerre de l'ennemi. Exact. Donc si tu as les moyens de pouvoir fuir, si jamais tu as l'opportunité, et puis d'avoir une meilleure mobilité parce que tu n'as pas tes grèves, et ça fait du sens aussi un peu de... Surtout considérant cet avantage-là de réduire la protection dans le bas du corps, surtout au niveau des jambes, quand on considère qu'à part avec des armes disproportionnellement plus longues, si le chevalier se ramasse juste avec une épée une main par exemple, puis que devant lui il y a un gars avec une couteau de brèche, c'est sûr que c'est complexe, mais autrement à armes souvent égales, frapper dans les jambes on s'expose tellement, puis si le chevalier se ramasse en armure complète ou presque, à se battre contre un milicien, une levée qui est essentiellement en veste, puis s'il est chanceux il y a un casque, lui aller frapper dans les jambes s'expose. Puis le chevalier peut donc gérer sa distance puis le tuer pendant que lui est relativement en sécurité. Fait que c'est chiant si une blessure dans le bas de la jambe arrive parce que ça coupe tout, mais inversement, c'est beaucoup moins probable à cette hauteur-là. Donc c'est quand même pertinent si ça permet aux combattants de se remettre sur pied plus vite, bien qu'ils doivent avoir peur pour leurs jambes et leurs tibias pendant qu'ils sont à cheval. Puis ça c'est clair, mais la selle en tant que telle, elle était armurée. Donc il y avait des protections. Donc il y avait des protections qui venaient protéger le bas des jambes et même au niveau au niveau de l'étrier. L'étrier était fait comme une botte. Ouais, c'est ça. C'est que donc il y avait des bonnes protections. Ok, donc à cheval, les jambes qui sont exposées sont en fait protégées. Puis en bas du cheval, la distance par rapport à la hauteur des épaules des combattants ennemis fait qu'ils sont à nouveau protégés. Donc c'est un bon compromis. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'armure, c'est avant tout une arme de défense. C'est pas une arme d'offense, c'est vraiment de la défense, et que pendant tout le temps depuis l'aube de l'Antiquité jusqu'à nos jours, on est dans une espèce de course à l'armement qui soit défensif ou agressif. Qui est permanent, c'est-à-dire que on va développer des énormes boucliers pour ce qui est de l'hoplite grecque pour protéger et des lances très très longues pour protéger les nobles grecs face à des troupes qui sont en masse, histoire de créer des logiques de protection, ce qui va être la tortue après au niveau des Romains.
des tactiques de protection avec des grands pavois, des grands boucliers, etc. Puis plus on avance dans le Moyen-Âge, plus le bouclier réduit en termes de taille, donc tout ce qui est la protection du bras gauche en général, parce que ce bras-là, il est là pour la protection, il n'est pas là pour on utilise la dextre, pas la sonestre, surtout pas, pour se protéger. Donc l'écu, le pavois romain va devenir un écu. Petit à petit, de fil en aiguille, la taille d'un bouclier va passer d'énormes cercles ronds en fait à des boucliers qui sont quasiment à peine plus gros que le poing. À peine plus gros que le poing, la rondache entre autres. Et pareil pour l'écu. L'écu va devenir de plus en plus pour finir targe ou je me souviens plus comment on a. Et encore plus petit que la targe en fait, c'est écran, je pense que ça s'appelle. Mais ça va avec une augmentation de la protection, la protection au niveau du body, au niveau du corps. Donc plus les plates, quand on avait un grand écu, en général c'était une cotte de maille qui était en arrière avec un grand gambidon. Donc c'est sûr, au cas où quelque chose passe, mais l'écu, lui, était là pour faire la protection. À partir du moment où l'écu réduit, parce que les armes qui ont été faites en face de l'écu s'étaient adaptées à ce type de taille de protection, donc il fallait trouver des solutions. Puisque les armes qui s'étaient adaptées passaient par-dessus ces protections devenaient désuètes, donc il fallait adapter. Donc là, la protection s'est ramenée de plus en plus sur le corps, donc brigandine, tout ce qui est armure de plate, tout ce qui est la cotte de maille, elle va réduire pour protéger uniquement les parties qui ne sont pas protégées par la plate. Et puis ça généralement, ce qui a besoin d'être flexible. De moins en moins, puis effectivement, tout ce qui est au niveau au niveau de l'aorte fémorale, au niveau des différentes protections, que ce soit les veines qui irriguent le cœur. Ça va être protégé par de la maille essentiellement. Et puis avec de la plate aussi par-dessus, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas un couteau ou une pointe qui vienne se ficher là. Et puis les plates, il faut savoir que les plates étaient très efficace aussi par rapport à ce qui était le tueur de chevalier, c'est-à-dire l'arc droit et le carreau d'arbalète. Ouais, parce qu'on a souvent l'image que c'est tu tires avec ça puis c'est fatal instantanément, mais la réalité c'est que les armures protégeaient quand même plutôt bien contre. Puis sachant qu'on avait une couche de plate, une couche de maille, du gambison, etc. Donc avant que le trait ou le carreau d'arbalète vienne passer à travers. Il fallait s'en donner quand même à cœur joie. Mais ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'on est dans une course. Donc au fur et à mesure que les armes offensives évoluent, les armes défensives, elles, évoluent en fonction, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée de la poudre. La poudre qui va développer plus tard le fusil, les premiers fusils, donc mousquets et autres bouches à feu. Et à partir du moment où ces armes-là arrivent, forcément l'armure, ça devient va partir vers quelque chose qui est comme désuet et sans intérêt. Mais ça c'est intéressant en fait, parce que on voit qu'à un moment donné les armes, les épées deviennent plus quelque chose de secondaire à cause que les armures deviennent performantes. Mais les armes à feu rendent tellement l'armure peu performante à un certain point qu'on retourne au manteau, donc l'arme secondaire de mêlée redevient plus l'épée, comme les sabres. Exact. Puis en plus, il y a un côté, d'où l'engouement pour l'escrime, puis l'arme noble, que ce soit l'épée, etc., au 16e, 17e, etc. Parce qu'elle redevenait pertinente. Elle redevenait l'arme classe, l'arme noble par excellence. Contrairement au pistolet où on pouvait s'assassiner à distance, quand dans un duel on était capable de faire mouche à un pied ou deux pieds, d'un seul coup c'était plus
pour le noble lion ou le jeune seigneur, c'était plus intéressant que de... Les armes à feu devenaient les armes pour la boucherie, puis nous, entre nobles, on s'éliminait par... D'ailleurs, on s'entend que l'arme d'escrime, que ce soit le fleuret ou le sabre, etc., était une vraie plaie à partir du 16e et qu'il y a eu énormément d'édits qui ont essayé d'interdire, réguler et interdire le duel. Parce que contrairement à l'image que pèse mon nom, c'est pas vrai que tu peux juste régler tes problèmes avec un duel. Non. C'était généralement illégal. Non seulement c'était illégal, mais en plus c'était une vraie plaie de mortalité. Y a, sous Louis XIII, le duel à l'épée conventionnel faisait plus de morts. Il y a eu des années où le duel à l'épée a fait plus de morts dans la noblesse que la guerre en elle-même. Les noblions aimaient tellement s'affronter et se quereller à grands coups de sabre ou à grands coups d'épée que c'était un vrai fléau. Et je pense que c'est, je ne veux pas dire bêtise, mais il me semble que c'est Richelieu qui a promulgué un des premiers édits officiels interdisant le duel judiciaire. On s'entend que ça a continué. Ouais, de la même manière que la violence et les voies de fait sont interdites, mais il y a encore des gens qui se battent dans les bars. Là. On a énormément de duels judiciaires qui sont au niveau de l'Empire au sabre, entre hussards et différents corps d'armées napoléoniens. Donc ça se réglait... le film Le Dueliste, notamment. Ouais, entre autres, oui. Très très bon film, ça dit en passant. Ouais. Si les gens s'attendent à ce qu'un duel ce soit excitant, regardez ça, vous allez voir de quoi ça a un peu plus de l'air, parce que c'était assez intéressant comme... Non, puis le côté, ça va durer 2 plombes, puis les gars vont se taper dessus, puis ils vont sortir une masse, puis ils vont sortir un machin, ils vont sortir un truc, puis là, d'un seul coup, il y a le bouclier qui va sortir, puis on va pouvoir se défendre, puis ça c'est Hollywood. Hein. Dans la vraie vie... c'est 1 minute, 1 minute et demie, puis c'est plié. Puis là-dessus, une grosse partie, c'est à se regarder puis à analyser l'autre parce qu'on veut pas se lancer. Si on revient un peu plus sur l'armure comme telle, puis le rôle de l'épée, justement, on entend souvent si t'as une épée, il faut frapper très fort contre l'armure. On s'entend justement, l'épée est faite contre la chair, donc beaucoup plus contre soit des gens pas protégés, ou quand on parlait une épée longue entre les mains d'un chevalier désarçonné ou d'un homme d'armes à pied en armure, ça sert beaucoup plus justement à nettoyer de la milice ou des levées qui sont justement généralement peu armurés. S'ils sont chanceux, ils ont un casque puis une veste matelassée, mais généralement c'est... Le gros ennemi de l'armure en fait au combat, c'est l'arme longue, la guisarme, la hallebarde, les choses comme ça. Parce que justement ils ont assez de levier, de distance d'armement pour percer. Armes égales, ou même si mettons un archer qui a perdu son arc et qui sort sa dague d'archer, qui somme toute une épée à une main, qui va sauter sur un chevalier complètement armuré. Il fera pas long feu dans un duel à l'épée maintenant. Non, c'est la portée d'une épée courte, comme son nom l'indique, c'est ça, de base, le chevalier ne pourrait être pas en armure si lui a vraiment une épée longue, comme on imagine, du 15e ou à la limite 16e siècle. Si le chevalier en question a son épée et son armure, qui est en fait son bouclier à grandeur du corps, un combat face à d'autres divers couteaux, coutelas, épées courtes, etc., ça se règle assez facilement. J'imagine même en fait, mettons un soldat aurait une épée à 2 mains, stéréotype, mais demeure sans armure contre un chevalier en armure avec une épée à 2 mains, c'est un peu la même chose. Là, l'épée à 2 mains va avoir quelques techniques pour utiliser le poids de sa poignée comme une masse, mais ça reste que c'est très, très exposé. Même à ça, le problème, c'est que quand t'as une armure en full plate en face de toi, le but du jeu, c'est pas d'aller lui donner des coups d'épée comme on voit dans les films avec le fil de ton épée à essayer de décapiter la personne qui est en face de toi. Décapiter ou blesser. Les armures sont faites pour dévier les coups, pour faire en sorte que les coups rip, une salade, un casque, soit un ketelat, soit n'importe quel type de casque armé, va être fait avec des soufflets qui sont faits pour dévier les coups.
quand ils arrivent. Donc, c'est ça l'image de juste dire je vais frapper dans les failles de l'armure. Peut-être, mais je veux dire, c'est déjà frapper la cible qu'on veut dans un combat, c'est très dur parce que l'adversaire se défend. Exact. Frapper des cibles limitées, encore plus dur. Puis là, on rajoute que les armures, plus ça allait, plus étaient développées pour protéger les dites failles. Là. Exact. Puis en fait, tout le monde imagine le chevalier qui va fesser avec son tranchant de lame ou avec le plat de sa lame. Mais autant taper sur le dessus d'un lac, ça fera à peu près le même effet. C'est une claque de métal contre un casque. Là, ça va faire des petites vagues et puis ça va s'arrêter là. Essayer de couper du métal avec du tranchant, tout le monde peut essayer chez soi avec de la tôle et un couteau, il va voir ce que ça donne. C'est ça. Puis le seul vrai danger quand on est full armuré, pour avoir fait du combat en armure complète historique, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est la fémorale. Au niveau de l'aine, donc tout ce qui est partie basse au niveau de la jambe, si on arrive à se faire... En gros, c'est tous les coups des stocks. Les stocks, c'est le tueur de chevalier. Ouais, parce que c'est justement ce qui va être assez précis pour se faufiler dans un trou s'il y a un endroit où il n'y a pas d'armure. Puis pour ça aussi que le Natnais à mi-lame, surtout deux combattants en armure, pouvaient réduire leur portée pour se protéger, pour ajouter de la précision puis du contrôle. Tout autre type de frappe, qu'elle soit de taille ou avec le tranchant, c'est inefficace sur une armure. En tout cas, les armures à partir de la fin du 14e jusqu'au milieu du 16e siècle, ces coups-là, on oublie ça marche pas. Ouais, puis même contre une cotte de maille, en fait, tu sais, peut-être que c'est possible si la cotte de maille est usée de mauvaise qualité, de trancher au travers, mais déjà, en fait, souvent, ce que le monde réalise pas, c'est qu'un gant bison, c'est déjà, contre la plupart des armes tranchantes, une protection décente si le coup est pas parfaitement aligné, etc. Ça peut être assez pour dévier puis absorber le choc. Fait qu'imagine qu'on met du métal pour empêcher la coupe par-dessus. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la plupart des gants bison déjà, puis même doublé d'armes, donc qui est le doublet d'armes, c'est la planche de bois qu'on va utiliser pour monter un puzzle. S'il n'y a pas ça, ton puzzle, tu vas le faire dans le vide. Une armure, ça repose sur quelque chose. Donc une armure, ça repose sur quelque chose, ça a besoin d'un socle. Et le socle, c'est le doublet d'armes. Le gipon, il y a plusieurs noms. Hein. C'est pas quelque chose de constant. Mais il faut savoir que le doublet d'armes, déjà lui, de base, était souvent fait avec une épaisseur de cuir qui était à l'intérieur. Donc plusieurs épaisseurs de lin cousues ensemble avec souvent une épaisseur de cuir centrale qui permettait d'absorber et de créer une certaine rigidité dans le soutien de l'armure en un et en protection finale si jamais un coup arrivait à passer les différentes couches, que ce soit cotte de maille, etc. Il arrivait aussi que certaines parties du doublet d'armes, que ce soit extérieur ou intérieur des fois, même, parce qu'on en a trouvé aussi à l'intérieur, étaient protégées, venaient se greffer de la cotte de maille dessus. Donc on avait des parties, entre autres les hauts de manche, les épaules, toutes les parties en dessous, sous des bras. Et si une lame arrive à placer là, à rentrer là, on a un accès direct. Si c'est à droite, c'est au cœur. Si c'est à gauche, c'est un poumon, c'est des choses comme ça. Donc puis c'est pas des choses qui étaient facilement protégeables par l'armure, parce que sinon on perdait de la mobilité. Donc toutes ces zones-là étaient souvent de mailles, venaient protéger, finaliser en fait les protections du gant bison, du doublet d'armes. Une fois que ces pièces-là étaient protégées, on s'entend que ça protège aussi le cou en dessous du gorgerie. C'est une bonne idée d'avoir une épaisseur de maille, parce que c'est pas rare qu'un coutelas ou une dague perce-maille puisse se faufiler en dessous à la jointure entre le casque et le gorgerin. Donc ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Puis on s'entend que les combats, en général, on parlait de combats épée à épée, là. Souvent ça se finissait à la dague. Hein. Ouais, parce qu'en fait, c'est là que t'as plus de précision puis de capacité. C'est au corps à corps, on immobilise la masse de métal qui est en face, puis on essaie de trouver la faille pour perforer, puis... Mais justement, nous, on avait fait un test, parce que bien qu'en MHE, on simule souvent du combat sans armure, il y a des traités dans MHE qui s'y intéressent, des groupes qui s'y intéressent, puis nous, en Scrimsy, on avait organisé un séminaire de combat en armure une fois, fait qu'on fonctionnait avec les armes, c'était à l'épée, on assumait que c'était quand même faire du combat à l'épée, fait que les gens se battaient à l'épée de main ou à l'épée de main, puis ce qu'on avait, c'est qu'on avait des codes de maille, que ce soit GN ou autre, et utiliser les épées en résine de nylon qui sont moins demandantes sur le niveau de protection. On gardait les gens avec leur équipement d'escrime en dessous, mais on portait des armures de plaque. Là. Souvent, c'était des simulateurs de GN, fait que c'était pas
nécessairement sur la coche, là. Mais ce qu'on avait fait comme test, justement, c'était... On avait dû mettre certaines règles pour déterminer c'était quoi qui était une touche valide. Mais essentiellement, c'était toutes les tailles dans l'armure ne comptent pas, que ce soit de la cotte de maille ou l'armure de plaque. On disait, pour la cotte de maille, on disait qu'elle pouvait être percée par un estoc, mais à condition que l'épée plie à un certain niveau pour avoir le fait qu'il y aurait peut-être eu assez de pression, mais encore là, tout dépend. Mais on avait dressé la ligne là pour donner une chance. Puis tout ce qui était... on considérait que le masque d'escrime, parce que ça nous prenait ça pour se protéger des estocs, on considérait que le masque d'escrime était un casque d'armure, donc, et que pour estocker, pour considérer que tu aurais peut-être la chance de te faufiler dans une faille, fallait être en mi-lame et réussir à estocker en mi-lame dans ça. Sinon, le couteau, c'était... on donnait des daguettes, là, des... Puis elle, c'était si on estocke dans la cotte de maille, on considérait que ça passait parce que c'était fait pour percer, ou dans la bavette de tissu du masque. Tout à fait. Puis déjà, ça changeait beaucoup la dynamique des combats en duel. Mais même, on est arrivé à faire des combats éventuellement, parce qu'on avait calculé combien de combattants à l'épée, pas d'armure, tu sais, qu'ils sont touchés, sont vaincus, avec même s'ils ont leur règle d'afterblow et tout ça, de conditions d'antiprimatie. Combien que ça prenait de combattants sans armure, donc qui pouvaient être touchés puis tués rapidement, contre un combattant en armure. Puis personne n'avait des armures vraiment complètes, c'était tout le temps des armures partielles avec des grosses failles à plein d'endroits puis tout ça. Et malgré tout, généralement, c'était vraiment un carnage pour ceux qui étaient à l'épée contre un combattant en armure à l'épée. On a eu des combats, je pense qu'à un moment donné, le meilleur ratio qu'on a atteint, c'était que ça prenait 4 personnes à l'épée, pas d'armure contre une personne en armure. Puis c'était parce qu'essentiellement, contrairement à ce qu'on verrait la plupart du temps en combat, il y a des gens motivés dans la vie, mais c'est plutôt rare, c'est que ça prenait vraiment que des combattants jouent le méta sportif de dire « je vais me manger un coup pour occuper son épée pour que toi tu te rendes avec ta dague et que tu frappes, ou etc. » Ou parce qu'il y en avait plein qui mouraient avant même de se rendre en corps à corps, en fait, parce que le combattant de 20 c'est se battre, en plus il y a une cuirasse, il y a une armure. Puis fait que ça créait un déséquilibre énorme en combat. Fait, contrairement à ce qu'on voit que si t'es assez bon, tu peux te battre à l'épée contre quelqu'un en armure. Oui, ça aide, mais la réalité, c'est que t'es beaucoup plus dans la chance si tu te retrouves dans cette situation-là. On pense souvent à Chevalier sans peur et sans reproche, qui lors d'un des derniers duels entre 1490 et 1515, duel en full plate, a tué un duc autrichien, mais qui était duc de Milan, d'un coup de lame, d'une estoc en fait dans l'armée directement, en lui perforant l'œil et ce qui allait derrière l'œil, donc le cerveau. Mais tu réussis à stocker d'un estoc il a donné un coup direct dans la visière du casque et l'a perforé de part en part. Mais ça, on s'entend que c'est un coup de chance, Non, c'est ça, c'est exceptionnel. Et la statistique veut que ça arrivera pas. ça arrivait jamais. Dans tous les rapports de duel qu'on a pu avoir et qu'on a encore en termes d'archives, c'est des choses qui arrivent jamais, là. Non, c'est ça. Quand tu portes l'armure, tu te bats, t'as tout le temps peur d'être l'exception, mais à un moment donné, moi, une chose que j'ai vue, c'est que quand tu te bats en armure, il y a surtout si tu te bats en armure contre des gens pas d'armure, il y a un changement d'attitude qu'il faut avoir aussi. Moi, ce que j'ai vu souvent qui coûtait cher à mes élèves qui étaient le combattant en armure contre des combattants pas d'armure, c'est qu'il y avait une tendance à vouloir parer beaucoup trop de coups. Ouais. Alors que la réalité, c'est que tu veux avoir une défense globale pour rendre dur d'accès les zones fragiles, donc les failles dans l'armure. Mais la réalité, c'est que t'as pas tant besoin de parer les coups, t'as besoin d'empêcher les coups de se rendre à un endroit dangereux. Mais si tu pars trop, en fait, tu laisses la chance aux combattants désavantagés de se rapprocher, puis peut-être de saisir ton arme, de déstocker, etc. Puis là, tu te retrouves dans un combat super avantage, alors que si tu fais juste protéger tes failles, puis encore là, une bonne posture peut corriger une grosse partie de ça, tu peux aisément faire tomber les coups sur ton adversaire, puis le frapper pendant que lui, il a pas le loisir de se manger des coups. C'est ça. Puis ce qu'il faut, c'est éviter le corps à corps. Le gros danger quand on est en armure, que ce soit en demi-armure ou en armure pleine, c'est de se retrouver au corps à corps. Ouais, parce que là, à ce moment-là, on n'a plus tous les avantages qu'on a. C'est ça. C'est que la personne en armure perd toute l'inertie qu'il a avec son armure en tant que tel. Et se retrouve... là, l'image de la tortue sur le dos, là, elle s'appliquerait plus à cette situation-là que le désarçonnage. Comparatif, en fait, c'est que l'autre est tellement avantageux puis est par-dessus, donc va limiter la capacité de l'autre de sortir. Puis encore là, en combat, la lutte au sol, c'est jamais génial de se retrouver là. Ouais, mais sachant que en lutte au sol, il vaut mieux ne pas être armuré. Moins t'en as, mieux c'est, parce que à partir du moment où t'es au sol, c'est fini. Pas dans le sens que t'as été poussé de ton cheval puis que t'as été désarçonné. Non, mais que quelqu'un est sur toi. Mais si t'es en mêlée, t'es en lutte au sol,
la personne en armure qui est au sol va être beaucoup plus désavantagée parce que... Déjà, même si l'armure est bien répartie, tu as un poids supérieur à lever, l'adversaire a beaucoup plus de grip sur toi pour accrocher, t'attraper, te manipuler. Il y a ça, puis l'armure en tant que telle devient une arme contre toi. Déjà que l'armure en tant que telle, tout le monde adore et rêverait d'être un beau chevalier rutilant à la cour du roi Arthur. Une armure, c'est avant tout une glacière l'hiver et un putain de four l'été. Il n'y a pas de juste milieu en armure. C'est ça respire pas. Enfin, ça respire, mais ça respire... ça respire par ses failles que tu essayes le plus possible de boucher de toute façon. Ça reste du métal, donc en période de canicule, du métal, on oublie ça. Donc ça peut provoquer des problèmes respiratoires quand on est coincé là-dedans. Puis on s'entend que pourquoi je dis que l'armure, à partir du moment où on est pris dans une mêlée au sol ou qu'on est coincé ça devient une arme contre soi, c'est que à part le moindre grain de sable dans l'engrenage, que ce soit un coup de taille bien porté avec une arme contendante, que ce soit une masse, qui viendrait fesser dans le casque et qui viendrait déformer la visière ou le gorgerin, ou juste décaler le gorgerin ou des choses comme ça. Rien que ça... Tout ça, ta tête bouge plus tout à coup. On perd toute mobilité, donc plus aucune possibilité de voir ce qui se passe au niveau latéral. Le corps humain de base va créer une panique à l'intérieur. Et donc ce genre de coup-là, et donc quand on est au sol en plus, puis qu'on est coincé, la moindre des pièces qui va se désarticuler sur soi risque de devenir quelque chose qui peut être létal pour la personne qui est au sol. Non, puis quand tu y penses en lutte aussi, par exemple en judo, ils vont mettre des habits appropriés pour avoir de la prise pour faire les techniques, parce qu'un vrai combat de corps à corps puis de lutte dans la vraie vie, le linge va déchirer, etc. Il n'y a pas les mêmes prises puis tout ça. Fait que c'est pas pareil que ce qui se passe dans un dojo, mais quand on y pense, en fait, l'armure, elle déchirera pas quand tu veux l'aggripper. Non, elle va pas déchirer. Il y a des sangles que tu peux saisir, des par rebords contre, d'armure que tu peux les sangles, elles, lâcheront pas, et si t'as ta dossière qui vient te presser au niveau de la nuque, si la personne tire en avant, il y a des chances que ta nuque, elle brise avant que la lanière de cuir, elle lâche. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en lutte, comme tu dis, l'armure joue contre toi, en plus de te donner de la prise puis des manipulations possibles. Mais c'est pour ça que le but du jeu pour un fantassin qui était moins bien équipé, etc., c'était d'arriver en masse sur le chevalier. Pas arriver super équipé avec des épées, des machins, etc., mais d'arriver en masse, histoire de créer le maximum de poids en face de la personne armurée, histoire de le déséquilibrer, de l'amener au sol. Une fois qu'il était au sol, le chevalier, dans son intérêt pur, puis il était formé de même, c'est la seule chose qui peut arrêter une armure qui est debout sur un combat, c'est la masse. Ouais, c'est ça. C'est soit de réussir justement à l'écraser au sol avec assez de combattants pour le gérer puis tout ça. Sinon, en fait, ça prend des armes adaptées justement à ce qui est armes d'ast, etc., qui ont beaucoup de punch, ou encore là, les arbalètes ont plus de chances que l'épée, etc. C'est pour ça qu'il y avait des techniques qui avaient été développées justement pour les fantassins, où 3-4 fantassins allaient utiliser des armes longues pour tenir le chevalier à distance, pour l'empêcher de venir, lui, au corps à corps et venir blesser des personnes qui... fait l'usage de son épée à côté. Donc l'idée, c'était de venir l'encercler, en fait, puis de l'amener dans une situation où les armes longues lui permettaient de plus bouger, et d'amener d'autres personnes pour venir le saisir au corps à corps et l'amener au sol le plus vite possible. C'était pas mal ça, les techniques qui étaient utilisées contre une arme. Et ça impliquait donc généralement 6-7 personnes pour gérer un seul chevalier. Non, fait que c'est intéressant, pour qu'on pourra parler dans d'autres rencontres de plusieurs éléments de ça, mais justement, c'est là où on voit que on est loin. Moi, un épisode, je me rappelle, qui m'avait toujours dégoûté, c'était dans Game of Thrones, qu'à un moment donné,
Arya, la jeune Stark, est en entraînement avec son maître d'épée, puis t'as des soldats Lannister qui arrivent avec leur home, tout ça. Le gars, il n'est pas en bois, puis de petits moulinets de poignets frappent sur la tête, puis les assomme un en arrière de l'autre, puis je suis comme peu probable déjà sans casque, mais avec un home. Non, c'est clair, avec de la magie peut-être, mais on s'entend que Game of Thrones reste un milieu, un environnement qui est assez faible en magie, disons. Faible en magie, mais très très hautement fantaisiste, où se mêlent justement tous les clichés qu'un auteur nord-américain peut se faire de l'escrime et tout ce qui tourne autour de l'escrime et du combat. Non, pour parler de Game of Thrones, en termes de combat qui, à mon sens, est réaliste, malgré que ce soit la pire saison de Game of Thrones, c'est le combat entre la montagne et son frère dans la tour, où ils sont au corps à corps, puis c'est comme ça que ça se règle. Ah ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment... C'est assez grossier, brutal et moche. Là, on s'entend que si on parle de films avec une certaine réalité, et puis ça va être peut-être la conclusion, on parle du roi... il y a le film de King avec Timothée Chalamet, puis... non, mais pas celui-là. Non, moi je parle de The Outlaw ouais, Outlaw King, le roi hors la loi, roi écossais. Robert de Bruce. On s'entend que les scènes de bataille contre des chevaliers fin 13e, début 14e, sont d'une véracité, d'une réalité dépasse l'entendement. On est dans une réalité quasi historique au niveau de ce film. Il avait été plutôt bien accueilli par les critiques historiques, justement. D'autant que, contrairement à Napoléon de Ridley Scott, on s'entend que c'est un film qui respecte le momentum puis la réalité historique de cette période-là. Que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau des combats, que ce soit au niveau de la violence, des engagements, etc. Un chevalier en armure, dans 10 pieds debout, reste un chevalier qui est enlisé. Là. On s'entend qu'il avancera pas au même titre qu'un char d'assaut dans la boîte de la Moselle ou de la Meuse en pleine bataille des Ardennes. Si les chenilles sont enlisées, les chenilles sont enlisées. Ça, c'est pareil pour un... Cette logique-là est vraiment là aussi de pourquoi à un moment donné, à une époque, on a bien aimé dire on envoie une masse de chars d'assaut en avant, ça fonctionne bien. Puis comme on a réalisé que l'infanterie était quand même dangereuse pour les chars d'assaut parce qu'à plusieurs, ils peuvent contourner, etc. S'ils réussissent à immobiliser le véhicule, il est virtuellement mort. C'est la même conversation. C'est pour ça que j'ai toujours aimé le comparatif tank-chevalier. On est exactement dans la même... c'est une question de niveau en termes d'échelle. Mais, le char d'assaut amène un peu plus large que le chevalier. Mais... oui, puis une puissance de feu un petit peu plus grande. On n'a jamais adapté de bouche à feu sur des armures. Quoique, il y a du monde comme Viollet-le-Duc qui a pensé, mais c'était un peu tard. Ou même Léonard de Vinci, je pense qu'il y avait pensé. Mais on est dans la même logique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le char d'assaut est classé comme une arme de cavalerie. Oui, puis que souvent les régiments de cavalerie au même titre que le chevalier sont des régiments blindés, on s'entend. Donc... Oui, parce qu'en fait, c'est une terminologie qui est encore employée aujourd'hui. Régiment de cavalerie, etc. Et généralement, c'est des régiments avec des véhicules de combat. Là, donc. Tout à fait. C'est à partir du moment où il y a des chars, c'est de la cavalerie. Bon, je pense qu'on va pouvoir arrêter là-dessus. Oui. On a discuté beaucoup. Fait que c'est assez intéressant justement de voir ces éléments-là. Et je te remercie, puis on se dit à la prochaine. Pas de problème.